Bonjour, bienvenue dans cette vidéo chez moi. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. En fait, ça fait quasiment plus d'un mois puisque je suis revenue du Portugal il y a environ 3 semaines à l'heure où je filme cette vidéo. Ça me semble être une durée suffisante pour vous faire une vidéo dans le même style que la Roumanie, les choses à savoir. Cette fois-ci, ce sera le Portugal, les choses à savoir, sachant que je vais me concentrer sur la région de l'Algarve puisque j'y suis restée pendant quasiment un mois. En dehors de l'Algarve, je suis restée à Lisbonne 5 nuits. Donc c'est pas grand chose. Si jamais vous n'avez pas vu ma série de vidéos sur mon voyage au Portugal, je vous invite à aller la regarder. La playlist va s'afficher ici. Je suis restée un mois en tout au Portugal. Encore une fois, je ne prétends pas connaître ce pays sur le bout des doigts, loin de là. Je connais même pas mon propre pays sur le bout des doigts, donc je ne me permettrai pas de dire que je connais un pays étranger comme ma poche, loin de là. Je partage simplement mon expérience, mon point de vue. Je peux vous donner quelques conseils ou quelques indications pour vous éclairer si jamais vous souhaitez vous rendre au Portugal et plus précisément en Algarve, si vous voulez y retourner, ou quand bien même peut-être que mon témoignage peut vous intéresser si vous connaissez ce pays et que vous avez envie de recouper un peu vos ressentis avec les miens. Cette vidéo va être chapitrée en différentes parties, donc vous pourrez retrouver le timecode dans la description de la vidéo ou même sur la barre de durée de la vidéo qui est coupée. Donc vous pourrez aller aux parties qui vous intéressent le plus si jamais d'autres vous intéressent moins. Sans plus attendre, c'est parti, je vais parler du Portugal et plus précisément de l'Algarve. Je vais déjà aborder sa géographie, son climat, son histoire pas tant que ça parce que pour le coup je suis pas méga renseignée. Si jamais vous ne le saviez pas, le Portugal se trouve à l'ouest de l'Espagne. C'est un pays relativement petit, assez étroit, tout en longueur, donc vraiment il n'a qu'un seul pays frontière, c'est l'Espagne. C'est un vrai pays d'explorateurs et on peut le comprendre puisque toute la façade du Portugal quasiment donne sur l'océan Atlantique. Mais d'avoir cette ouverture sur l'océan Atlantique, c'est très simple, on va tout droit. Si on doit caricaturer un peu, c'est l'Amérique. Donc c'est un peuple historiquement d'explorateurs, les plus connus étant Christophe Colomb et Vasco de Gama par exemple, qui sont dans la mémoire comme ça. Et on peut comprendre très très bien pourquoi, vu la géographie du pays. Alors pour Lisbonne, c'est une capitale qui est plutôt au sud du pays finalement, une capitale qui a été construite sur 7 collines, et l'Algarve c'est la région qui est tout au sud du Portugal, et en fait géographiquement assez proche de l'Afrique du Nord. Donc elle a un climat un peu équivalent. Généralement, Lisbonne, l'Algarve, c'est quand même réputé pour sa météo très ensoleillée, on dit 300 jours de soleil par an. Je sais pas si ce sont des chiffres exacts, mais le soleil est très présent, les étés sont chauds, les hivers sont doux, c'est ce qu'on appelle un climat méditerranéen. L'Algarve, plus précisément, peut se rapprocher, encore une fois, question de climat, de l'Amérique du Nord. Par exemple, j'ai rencontré une Tunisienne quand j'étais à Faro, et elle m'a dit que la végétation de l'Algarve était exactement la même que celle de Tunisie. Donc en termes de végétation, vraiment, c'est pas ma végétation habituelle, pour moi qui habite à Paris, donc relativement au nord, on va dire. Il y a beaucoup de grandes agaves, il y a des bougainvilliers, il y a des fleurs luxuriantes de partout, il y a des eucalyptus, il y a des cactus. Les gens dans leur jardin ont souvent des orangers, des citronniers, il y a des hibiscus. C'est pas du tout le type de végétation auquel je suis habituée, c'est vraiment très marqué sud. Donc c'est magnifique, c'est des senteurs uniques, il y a beaucoup de maquis aussi, enfin voilà, c'est très 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 marqué comme ça. Donc c'est un climat assez paradisiaque, c'est réputé comme ça, encore plus l'Algarve, c'est une des raisons pour laquelle cette région est très touristique et plébiscitée. Moi j'y étais fin octobre jusqu'à fin novembre, il faisait aux alentours de 20 degrés Celsius durant la journée, donc c'est très doux, c'est bien plus doux que les mois de novembre auxquels je suis habituée en France et à Paris plus précisément. Et effectivement il a fait très beau même en novembre, alors j'ai eu des jours de pluie, ça veut pas dire, et je pense qu'il y en a plus en hiver qu'en été éventuellement, mais ça reste quand même un climat incroyable et très très facile à vivre. Même quand j'étais dans la Serra de Monchique, qui est une chaîne de moyenne montagne en Algarve, le point le plus haut c'est le mont Foia qui est à 902 mètres d'altitude. Le climat est un peu différent de celui de la côte.
l'automne était plus marqué, je voyais plus des feuilles jaunes, orangées, ocre, alors que sur la côte, pas du tout. Et la Serra de Monchique, c'est un peu plus pluvieux, mais c'est extrêmement vert aussi, donc on comprend pourquoi c'est vert comme ça. Sinon, en termes d'histoire, ce que je sais, et ça peut se retrouver dans l'architecture à la fois de Lisbonne et des villes principales de l'Algarve, c'est que en 1755, il y a eu un très très gros séisme suivi d'un énorme tsunami qui a frappé la côte portugaise et qui a détruit un bon nombre de villes. Alors une bonne partie de Lisbonne, mais aussi de beaucoup de villes de l'Algarve, donc beaucoup de bâtiments antérieurs à cette période ont été détruits et Lisbonne a été rebâtie, toutes les villes d'Algarve aussi autrement, donc ça reste quand même des villes anciennes, mais disons que cette catastrophe naturelle a détruit beaucoup d'héritages plus anciens que ça. Voilà ce que je pourrais dire pour la géographie, le climat, l'histoire. Je vais maintenant passer à la culture et à la langue. Donc, le portugais, vous le savez sans doute déjà, c'est une langue romane, très proche de l'espagnol d'ailleurs. Donc moi j'ai étudié l'espagnol à l'école et je continue de le pratiquer autant que je le peux. Je le parle pas aussi bien que l'anglais, mais il y a beaucoup de fois où j'ai espagnolisé le portugais, parce que ce sont des langues très proches et en même temps très très différentes. Et du coup, dans la prononciation ou pour certains mots, je l'ai fait un peu à l'espagnol, mais en fait, c'est pas exactement pareil. À l'écrit, le portugais, je le comprends. Je pense que déjà pour un français ou quelqu'un qui parle une langue romane, on peut très bien comprendre. J'arrivais à comprendre le roumain écrit quand même si c'est déjà plus différent. Et puis en plus, moi qui parle espagnol, ça facilite la compréhension du portugais écrit. Parler, il y a quand même beaucoup plus de sons très différents de l'espagnol, des j comme ça, et c'est vrai que pour le coup, je comprenais moins. J'arrivais quand même à saisir des choses, mais je comprenais moins de choses. Néanmoins, on arrive très bien à communiquer. Les Portugais, généralement, parlent bien anglais. Lisbonne, c'est une ville vraiment internationale. En plus, le Portugal gagne en popularité vraiment depuis ces dernières années, j'ai l'impression quand même très très haut, donc beaucoup de gens parlent anglais. L'Algarve, historiquement, c'est une région très très touristique, donc c'est pareil, c'est assez facile de communiquer en anglais. On m'a dit qu'il était préférable de parler anglais ou français au portugais plutôt qu'en espagnol. Je vais pas m'étendre sur ça, mais l'histoire entre l'Espagne et le Portugal est assez compliquée, donc ça passe mieux de parler anglais ou français. Et puis la génération un peu plus âgée des Portugais, beaucoup parlent français. D'ailleurs, il y a beaucoup aussi d'histoires de Portugais qui sont allés travailler en France pendant leur jeunesse et qui, une fois retraités, reviennent au Portugal. Et donc du coup, il y a beaucoup de Portugais qui parlent bien français. Surtout les générations au-dessus de la mienne. Sinon, anglais, franchement, c'est nickel. Pour ce qui est de la culture, écoutez, ça peut se rapprocher. Disons que c'est un pays européen et latin, donc je pense qu'en tant que Français, on s'y retrouve quand même pas mal. Lisbonne, comme Paris, n'a pas été une capitale bombardée, donc c'est une ville relativement petite et étroite, et en même temps très très authentique. Il y a une vraie culture de la nourriture, pareil, comme dans beaucoup de pays latins, du bien manger. On trouve beaucoup de similitudes, en plus avec des langues similaires, tout ça, ça crée une certaine connivence. Donc moi, je me suis sentie dépaysée, et en même temps pas tant que ça, je me suis sentie à la fois dépaysée et chez moi quand même, donc c'est très différent de la culture française, et en même temps on a énormément de points communs, donc c'est vrai que c'est très facile de s'y retrouver. Et puis comme je disais, le Portugal a une vraie politique d'ouverture sur l'extérieur. Notamment, j'ai rencontré pas mal de personnes qui comptent s'y expatrier, parce que de tous les pays européens, le Portugal est un de ceux au sein duquel il est le plus facile d'obtenir la nationalité. Donc j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient dans cette démarche-là. C'est un pays vraiment d'accueil, c'est très très accueillant, on voit bien quoi, c'est tourné vers l'extérieur à fond, vers l'étranger, et c'est très agréable. En tant qu'étranger, justement, c'est super agréable, donc c'est un très très bon point du Portugal. Mais après, je reparlerai des gens, mais plus tard, dans un autre chapitre de la vidéo. Je vois que j'arrive bientôt à court de batterie, donc à un moment donné, mon appareil photo s'éteindra, il y aura très certainement un changement d'ambiance, je préfère vous prévenir. Alors, pour ce qui est des transports, donc déjà, je n'ai pas le permis, pas encore, et je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas compté là-dessus pour me déplacer. En Algarve, c'est vrai que ça peut être plutôt recommandé d'avoir une voiture, parce que... Alors, on peut se déplacer autrement, mais c'est vrai que si on veut accéder à des villages un peu plus secrets, des coins moins touristiques, c'est quand même mieux d'avoir une voiture. De toute façon, on a plus de liberté de mouvement et c'est très agréable. J'ai un peu manqué de ça, mais comme quand j'étais en Roumanie, j'ai un peu une frustration par rapport à ça. Mais bon,
En dehors de la voiture, je peux pas trop en parler puisque je n'ai pas expérimenté vraiment, même si les routes sont en très très bon état et tout ça, ça y a zéro souci. Bon, Lisbonne, la voiture, pas la peine, c'est une ville très très piétonne comme Paris, c'est très agréable de se déplacer à pied, puis il y a énormément de bus, de tramways, il y a des métros aussi, des lignes de métro, il y a 8 lignes je crois, donc ça va, il n'y a pas besoin de voiture à Lisbonne. En Algarve, c'est un peu plus utile. Alors pour se déplacer en Algarve, sinon, moi j'ai pas mal utilisé le train et le bus, en gros. Bah écoutez, moi j'ai trouvé le service globalement très bon. Il y a pas mal de villes qui sont reliées par des trains, des villes principales de l'Algarve, même des gares plus petites. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller. Moi j'ai pas eu de retard notable avec les trains. Et pour les bus, c'est pareil, il y a un bon réseau de bus. J'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai pas eu de problème intra-Portugal en fait. Ou alors, à la limite, quelques petits retards, mais comme on peut en expérimenter en France, c'est un peu inévitable, mais rien de choquant. Moi j'ai trouvé que le réseau était très bon. J'avais entendu des gens critiquer un peu le réseau de bus en Algarve. Et bien moi je l'ai trouvé vraiment très correct et je l'ai pas mal utilisé. Tout à fait bien. Alors peut-être qu'ils se sont beaucoup améliorés en peu de temps, hein, c'est possible. Mais vraiment, moi j'ai rien à redire niveau train ou bus. Je trouve que c'est bien desservi, qu'on peut quand même assez facilement trouver des informations sur internet ou dans les gares routières. Comme en plus en général ils parlent bien anglais, c'est facile de communiquer. C'est relativement simple de se renseigner sur les horaires, les connexions. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis avec ça, je me suis pas sentie perdue, vraiment pas de problème. Donc là, j'ai rien à redire en termes de transport. Je ne suis pas partie en avion, hein, comme vous le savez, je suis venue en train, donc je réserve une vidéo spéciale Interrail, parce que là, j'aurai des choses à dire, mais ce sera plus tard. Et pour l'avion, eh bien, y a un aéroport à Lisbonne, évidemment, et il y en a un à Faro, qui est la ville principale de l'Algarve, et d'ailleurs, beaucoup s'arrêtent à Faro, uniquement parce qu'il y a un aéroport, mais pourtant, cette ville est très intéressante, mais j'en ai parlé dans la vidéo dédiée à Faro. Donc maintenant, on va passer au logement. Alors moi, je suis restée beaucoup dans des appartements individuels. Le Portugal est réputé être un des pays d'Europe les moins chers qu'en France, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Alors aussi parce que j'étais dans les régions peut-être les plus chères du Portugal. Je pense que l'Algarve fait partie des régions les plus chères puisque c'est une des plus touristique. Et puis Lisbonne bien sûr parce que c'est la capitale. Néanmoins j'étais là en basse saison donc les prix sont certainement plus bas. Pour vous donner une idée, les appartements que j'ai trouvés et puis parfois que je réservais vraiment très peu de temps à l'avance, hein, quelques jours seulement, qui étaient quand même spacieux, hein, si vous avez vu mes vidéos, qui étaient très bien équipés, qui avaient un balcon, parfois une piscine, voilà des appartements quand même vraiment de très bonne qualité, super, très confort et tout ça. Changement d'ambiance, la nuit tombe vite, mon appareil photo n'avait plus de batterie, donc j'ai été obligée de le recharger. Je vous avais prévenu, ne soyez pas surpris, c'est pas du tout le même éclairage, mais je voulais tourner cette vidéo le même jour. Il y aura une version jour, une version nuit. Où en étais-je? C'est ça, je disais que les logements que j'ai pris, donc les grands appartements que vous avez pu voir lors de mes précédentes vidéos, ça coûtait autour de 40 € la nuit, donc c'est un budget conséquent. Mais disons que pour la qualité de ces logements qui étaient tous dans le centre-ville, certains avec les plages accessibles vraiment tout de suite, très bien équipés, avec un balcon, parfois une piscine, 40 € c'est pas grand chose, hein, c'est moins cher que la plupart des hôtels, et l'avantage que ça a par rapport à des hôtels, c'est que j'avais de quoi cuisiner. Du coup, j'ai pas eu besoin d'aller au restaurant ou de prendre à emporter ou que sais-je encore, donc ça coûte moins cher. Le fait de se cuisiner soi-même ces trucs, ça amortit les coûts, donc finalement, ça va, ça reste très très abordable. Et après, en termes d'auberge de jeunesse, donc j'ai dormi en auberge de jeunesse à Lisbonne et à Faro, et les deux m'ont coûté, je crois que c'était entre 15 et 20 € par nuit. Après l'auberge de jeunesse de Lisbonne dans laquelle j'ai dormi, je m'y étais prise suffisamment à l'avance pour que les nuits soient pas trop cher parce que c'était une auberge de jeunesse assez haut de gamme en termes d'équipement, de qualité d'équipement, mais je sais qu'elle pouvait coûter jusqu'à 50 € par nuit. Il y a des personnes qui par exemple réservaient quelques jours avant pour le week-end et les tarifs en week-end étaient plus chers. Mais pour ce qui est des hébergements dans lesquels j'ai dormi, tout est indiqué en barre d'infos, donc il vous suffit de cliquer sur dérouler la description et vous aurez tout ce qu'il faut. Mais en gros, j'ai réussi à avoir des nuits en auberge de jeunesse aux alentours de 15 €. C'est ça, plus 15 € que 20 € d'ailleurs. Et les logements en appartement, c'était plutôt aux alentours de 35 à 45 € par nuit.
si je dois faire une fourchette. Et ensuite, les auberges de jeunesse dans lesquelles j'ai dormi étaient vraiment très bien, de qualité. J'ai vraiment passé d'excellents séjours, j'ai pas du tout à me plaindre sur les logements que j'ai choisis, au contraire, c'était vraiment super. Pour ce qui est de la nourriture, j'y viens. Moi, je suis pas du tout allée au restaurant. J'en reviens pas. Pourtant, j'adore aller au restaurant, et là, je sais pas, c'était un voyage vraiment particulier pour moi. J'étais dans un état d'esprit étrange un peu, c'est-à-dire, si vous avez vu mes vidéos, vous avez vu que j'étais dans un état émotionnel assez intense. Pour plein de raisons, ça reste une période particulière pour moi, mais disons que du coup, il y a plein de fois, j'avais envie de voir personne. À part les fois où j'ai résidé en auberge de jeunesse, et une fois en Airbnb à Montchique, sinon j'ai logé toute seule et j'ai eu assez peu d'interactions avec des locaux. Donc du coup je suis pas sortie au restaurant, il y a eu certaines fois j'ai eu envie de me motiver, mais finalement je me rétractais et je m'achetais de la nourriture en supermarché, je me faisais ma cuisine dans les appartements dans lesquels je logeais ou en auberge de jeunesse. Donc je peux pas vraiment parler de la gastronomie portugaise, je sais qu'elle est réputée, je sais que notamment en termes de poisson c'est excellent. Alors je rappelle que moi je suis végétalienne ou alors végétarienne si vraiment des options végétaliennes sont pas vraiment disponibles. Il y a plein de plats traditionnels, je peux pas vraiment en parler puisqu'il y a soit de la viande soit du poisson dedans, mais je sais, puisque je connais quand même pas mal de personnes qui sont allées au Portugal, que le poisson est absolument merveilleux. Et ensuite de traditionnel que j'ai pu manger, en fait ce sont des pâtisseries, puisque pour le coup je suis allée en boulangerie de temps en temps m'acheter une petite gourmandise. Alors il y a le fameux pastéis de nata, bien sûr, hein, je pense qu'il est inutile de le présenter plus que ça, mais c'est vraiment très très bon. Alors après, il y en a qui ont leur boulangerie préférée. Il y a la boulangerie Belém à Lisbonne qui est réputée, c'est vrai que j'y suis pas allée. Il y avait la Padaria Central à Lagos qui propose de très bons pastéis de nata. Sinon, j'y suis allée un peu au pif, j'en ai pas mangé tant que ça, mais je sais qu'il y a une appellation, je vous la mettrai sur l'écran parce que je sais plus comment on dit en portugais, mais en gros, vous avez plus de chances de tomber sur des pâtisseries de qualité quand c'est fait maison, et c'est indiqué sur les boulangeries, sur les devantures de boulangerie. Donc je vous mets le terme en portugais ici. Il y a plus un gage de qualité et de fraîcheur quand ça c'est indiqué sur les facettes des boulangeries. Après en pâtisserie un peu typique, il y a ce qu'ils appellent les bolos. C'est à base de farine de riz si je ne m'abuse. Il y en a après un peu tous les parfums. Celle que j'ai mangée était très légère, pas trop sucrée, c'était vraiment très agréable. Et enfin, j'ai goûté le salamé. En fait, c'est un faux salami, c'est vraiment décadent, hein. C'est du chocolat, du beurre, du sucre en gros, et ça ressemble à du salami, c'est un peu en forme de, pas de boudin, mais bon, et c'est très bon, c'est comme je disais super décadent, et c'est assez typique du Portugal. Il y en a peut-être aussi en Espagne je crois, mais c'est, voilà, le salamé au chocolat. Mais je peux parler vraiment que de ça en vérité, parce qu'après j'ai pas mangé de spécialité portugaise, c'est un peu dommage. Donc je peux vous parler par contre des produits de base, puisque je me suis beaucoup alimentée en marché ou supermarché. Alors les produits de base de supermarché sont de qualité, ça m'a pas spécialement marqué. C'est pas forcément excellent, c'est correct, disons. Par exemple, tout ce qui est fruits et légumes, c'est pas un des pays les plus qualitatifs. Vraiment, je parle en supermarché, hein, et je parle pas des petits producteurs locaux, etc. C'est vraiment les produits de base de supermarché. Ça m'a pas marqué, niveau qualité, c'est correct. Pour ce qui est du bio, alors il doit y avoir plein de raisons que j'ignore, mais le label bio, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup, c'était pas très répandu. À part dans certaines grandes villes comme Lisbonne ou même Faro, il y a peut-être des magasins un peu spécialisés, mais il n'y a pas de rayon bio, ça n'existe pas trop, il peut y avoir plein de raisons à ça. Le label bio européen, ça a un certain coût aussi pour l'avoir, donc c'est peut-être pour cette raison-là. Donc sinon on trouve un peu toutes les denrées qu'on connaît. Dans certains marchés, je me suis parfois approvisionnée en légumes, fruits, et ça c'est très agréable. En fromage aussi, j'ai goûté un très bon fromage au marché à Lisbonne, un fromage de chèvre. Donc je pense qu'il y a des bons fromages au Portugal, il y a de la bonne huile d'olive, qui est pas trop exportée en France, j'ai l'impression. Moi je vois surtout Italie, Espagne ou voire Grèce et sinon sud de la France, mais le Portugal fait ses huiles d'olive bien sûr. Après ça va être beaucoup ce qu'on appelle légumes du soleil, hein, puisque c'est le climat qui s'y prête, de très bonnes oranges, des citrons. Disons que pour les qualités de produits de base, ça m'a pas spécialement marqué. Pareil au niveau du pain, forcément en tant que française je suis exigeante en termes de pain, et puis moi je mange assez peu de baguettes en vérité, je mange beaucoup des pains de campagne. Pour le coup ça dépend, à part certaines très bonnes boulangeries, j'ai pas trouvé les pains extraordinaires, mais pas trop mauvais non plus.
par exemple, j'ai plus de mauvaises expériences en termes de pain en Espagne qu'au Portugal, donc voilà, bon, ça reste mon humble expérience bien sûr. Mais globalement, on mange bien, je pense que si on va plus tester les restaurants que je ne l'ai fait, on mange très très bien. Et après, les produits de base qu'on trouve dans les marchés et supermarchés sont corrects. J'ai pas été transcendée, globalement, mais c'est correct. Alors, pour les gens, eh ben, on m'avait dit, et je confirme, que les Portugais sont globalement, évidemment je vais faire des généralités, très sympas. Très très sympas, très gentils, très souriants. En plus, le fait qu'ils parlent quand même globalement bien anglais, c'est vrai que ça facilite le contact quand tu ne parles pas portugais. Ça facilite un contact, c'est vrai, mais même globalement, j'ai trouvé, même en regardant les interactions entre les gens, que voilà, il y avait une certaine détente, une certaine convivialité, beaucoup de sourires, d'accueil. Ça se voit quoi, que c'est un peuple qui m'a paru aussi simple, mais dans le bon sens du terme. C'est comme, ouais, j'en ai pas trop parlé, mais l'art, l'architecture, là, il y a les azulejos, bien sûr, les deux prononciations se disent, puisqu'il y en a aussi en Espagne, qui sont assez typiques du Portugal et du sud de l'Espagne, qui sont magnifiques, mais c'est pas, ça se la pète pas en fait, je trouve. C'est-à-dire que vraiment, ce que j'ai trouvé à la fois en Algarve ou à Lisbonne, c'est que c'est très joli. Alors oui, il y a des trucs touristiques, il y a des boutiques attrape-touristes, ça c'est inévitable, mais ouais, ça se la pète pas quoi. C'est juste beau, mais simple, et j'ai trouvé qu'il y avait ça aussi globalement comme ambiance générale. C'est l'impression que j'en ai eue, c'est que les gens, on n'a pas une impression de prise de tête quoi, ou qui sont trop torturés sur des choses. Alors c'est sûr que le climat aide vachement, je pense, à la détente et à la bonne humeur. Quand t'as beaucoup de soleil et que globalement t'as un climat quand même très tempéré, très, très agréable comme ça, bon, c'est sûr que ça aide, je pense, à une bonne humeur globale, mais ouais. Et comme je le disais, en plus, le Portugal a une politique d'ouverture à l'international, donc forcément, il y a une ouverture aussi, je trouve, des gens, généralement, un très bon accueil, enfin vraiment, j'ai pas été surprise, mais ça a confirmé ce qu'on m'a dit, c'est que globalement, les Portugais sont quand même très sympas, ils ont le contact facile, tu sens qu'il y a une détente et que les gens, ils parlent facilement entre eux, même en bus, et puis ils rigolent, très agréable, ça m'a beaucoup plu. Même à Lisbonne, qui est une grande ville, j'ai trouvé qu'il y avait quand même cette dynamique-là, je confirme ce que beaucoup de gens ont dit, les Portugais sont généralement super gentils, quoi. Et pour ce qui est de la sécurité, il me semble que le Portugal a été classé parmi un des pays les plus safe, en tout cas d'Europe, voire même du monde, je sais pas, mais disons que oui, globalement, même à Lisbonne, qui est une grande ville, c'est tranquille quoi, franchement, je me suis sentie pas une seule fois, ne serait-ce qu'un peu inquiète. Alors de base, je suis pas quelqu'un de très peureux ni anxieux, c'est vrai, quand je voyage, je suis plutôt assez... Je suis pas peureuse, je suis pas sur mes gardes, mais disons qu'il y a des endroits où je me suis sentie plus en sécurité que d'autres, où il y a des endroits où je me sens plus libre de flâner, en tant que femme seule en plus que d'autres. Si quand même fait marquant, c'est que j'ai pas le souvenir d'avoir été emmerdée dans la rue. Ou alors peut-être une fois, mais globalement, non quoi. Les gens sont respectueux. Je sais pas si au Portugal il y a une réputation d'être un peuple vraiment macho, mais vraiment j'ai trouvé que j'ai pas été emmerdée quoi. J'ai pas ce souvenir là. Alors que j'ai plus eu des exemples en Roumanie par exemple, si je dois prendre la Roumanie comme autre exemple, et puis dans d'autres pays bien sûr et en France. Mais là au Portugal, l'expérience que j'en ai eue, c'est... ouais, c'était chill quoi. Je sais pas. Donc niveau sécurité, franchement, c'est un pays qui est facile, je dirais. C'est un pays qui est vraiment facile. Globalement, j'ai rien à redire non plus. Je pense que voyager seule au Portugal et voyager seule en tant que femme au Portugal, en tout cas dans les régions où je suis allée, je peux pas prétendre connaître tout le pays, mais je pense que c'est très très simple, hyper ok, les gens sont prêts à t'aider, ouais, j'ai vraiment, pour le coup, je me suis sentie... Et ça, c'est ce qui m'a plu aussi d'ailleurs, c'est que le fait d'être dans des logements comme ça, j'avais l'impression de me fondre parmi les habitants des villes et villages dans lesquels j'ai logé. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé que des touristes me demandent leur chemin. à ce point-là, quoi. Alors que je suis pas du tout du coin. Mais plusieurs fois, des gens m'ont demandé le chemin, alors j'avais peut-être que je dégageais quelque chose qui faisait que on avait l'impression que j'habitais là. Donc du coup, ça m'a bien plu. Ouais, je sais pas, c'est peut-être le fait d'aller faire les courses avec les gens, de me balader un peu au hasard sans forcément aller dans des attractions touristiques, etc. Ça m'a permis peut-être d'être un peu
comme une habitante du Portugal finalement, peut-être. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez avoir un aperçu plus en direct de mon expérience au Portugal, je vous invite encore une fois à aller regarder les vidéos de mon voyage. Mais globalement, j'ai adoré ce voyage. En même temps, il a été très particulier pour moi, mais pour des raisons personnelles, hein, ça n'a rien à voir avec le pays. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir voyagé et en même temps d'avoir été dans une bulle un peu particulière, mais je me suis sentie accueillie, je me suis sentie chez moi, proche de cette culture. Les paysages sont sublimes. Là où j'étais, la côte en Algarve est magnifique, il y a plein de très très belles plages, très international aussi le Portugal, notamment il y a une vraie communauté de surfeurs aussi. Alors moi je suis très étrangère à cette communauté-là, mais il y en a beaucoup qui viennent des 4 coins du monde parce qu'il y a des spots réputés au Portugal pour le surf. Apparemment c'est un pays aussi très facile pour la van life. Je peux pas en dire plus, mais j'ai rencontré des gens qui vivent en van et globalement c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc écoutez, je le place là. Mais évidemment que je recommande d'aller au Portugal, sincèrement. Comme toutes les personnes que je connais qui y sont allées avant moi, elles sont revenues avec des étoiles dans les yeux, en étant dithyrambiques par rapport à ce pays, et je ne peux que confirmer, c'était une superbe expérience pour tous les points que j'ai cités. Ça peut être touristique, c'est vrai, mais moi j'y suis allée en basse saison, donc c'est le conseil que je pourrais vous donner si vous pouvez vous le permettre, d'y aller plus tôt. Octobre, novembre, même décembre, sachant que le climat est quand même super doux. Là je sais, en ce moment on est mi-décembre et j'ai regardé la météo là en Algarve et il fait globalement 20 degrés. Ça n'a pas de sens. Alors qu'à Paris, là, il fait -1. Et notamment, je pense que si vous aimez la marche, c'est plus recommandé d'y aller dans cette période-là que d'y aller en été où là, il peut faire vraiment très chaud et ça peut être, pour le coup, pas très agréable pour la marche. Je recommande, voilà, je recommande. Et je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo, elle va faire 40 minutes, je le sais, là, je suis partie, c'est pas possible. Si jamais vous avez des questions plus précises à me poser, bah n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou tout simplement des remarques. Je prends et je lis évidemment vos commentaires, j'y réponds. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air qui fait aussi toujours plaisir, qui aide pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en général. Donc je prends vraiment, c'est important pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'attendez-vous? Le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer et vous pouvez même activer la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, être prévenu. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai également un serveur Discord si vous voulez me rejoindre. Je continue d'apprendre le fonctionnement de Discord, donc il y aura plein de nouvelles fonctionnalités sur le serveur, etc. Mais si vous voulez rejoindre la communauté, échanger, c'est aussi un moyen de s'entraider ensemble. C'est vraiment cool, donc tout est en barre d'infos, hein, tout est indiqué. J'ai également une page Patreon si vous voulez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur YouTube. Si vous pouvez vous le permettre, si vous le désirez, n'hésitez pas. Ma page est indiquée en barre d'infos. J'ai également fait une vidéo explicative ainsi qu'un article. Donc normalement tout est très bien expliqué. Merci à vous si jamais vous souhaitez me soutenir et merci déjà à toutes celles et ceux qui me soutiennent, ça me fait chaud au cœur et c'est très important pour moi. J'en ai terminé avec le discours de fin de vidéo, j'ai l'impression de plus savoir le faire parce que ça fait quasiment un mois que j'ai pas filmé de vidéo, donc c'est marrant. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vivez de très belles aventures, et puis quant à moi, eh bien je vous dis à l'année prochaine, puisque la prochaine vidéo sortira le 2 janvier 2023. Donc je vous souhaite une très bonne nouvelle année, et puis on se retrouve très bientôt de toute façon. Ciao!